Bonsoir à tous. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons ce soir et que l'œuvre à nu fait sa rentrée. Aux machines, Johan Legrand, comme d'habitude, et au chat, Laurence. On espère qu'elle aura beaucoup de travail ce soir. Et notre invité est un scientifique, mais bien particulier. Il s'appelle Thibault Latour. Bonsoir Thibault. Bonsoir. Alors Thibault, tu es oui, comme disait Lily, tu es un scientifique. Alors tu as une formation de chimiste théoricien. Enfin, tu nous expliqueras oui, c'est bien tout à l'heure. Mais enfin, c'est pas pour ça que tu es là. Enfin, c'est lié, mais tu es avant tout un artiste, mais un artiste digital numérique. Alors, oui. Donc, première fois qu'on reçoit un artiste digital, donc. Oui, donc artiste digital tout simplement parce que j'utilise les moyens informatiques pour travailler sur mes œuvres. Donc c'est pas que de l'informatique, c'est l'informatique pour créer la forme, créer le contenu, et puis après il y a un travail manuel. Donc, ça se situe à la frontière des deux. Parce que artiste digital, c'est poétique hein, quand même, en plus comme... Digit, ce sont les doigts, Oui, donc, de toute façon. Oui. Donc tu travailles avec l'ordinateur, mais aussi avec... C'est ça, l'ordinateur sert de base, et puis ensuite, après, il y a tout un travail manuel, tout un travail normal, je dirais, de retravail des modèles informatiques. Alors, on a oublié de dire, parce qu'on est dans un super décor. Oui. Alors, c'est le Biodôme de Montréal. Donc, c'est toi qui as choisi ce décor, parce qu'on t'a demandé de nous mettre dans un décor. Donc, ce soir, nous sommes à Montréal. Voilà, nous sommes à Montréal. Donc c'est un bâtiment qui a été construit pour les Jeux Olympiques, je pense, si je me souviens bien. Mais le côté intéressant de ce bâtiment, c'est qu'il a été construit par un architecte qui s'appelle Richard Buckminster Fuller. Oh. Oui, c'est son nom. C'est pour ça que je ne vais pas prononcer. Et alors, il est intéressant pour moi parce qu'il a évidemment une structure géométrique qui rappelle un petit peu l'univers dans lequel je travaille pour le moment. Mais aussi, il a un lien avec ma formation initiale, puisque en fait, il y a déjà un certain nombre d'années, on a découvert de nouvelles formes de carbone, donc après le diamant, le graphite. On a découvert du carbone sous forme de tubes ou de boules. Et quand il s'est agi de donner un nom à ces molécules-là, on s'est rendu compte qu'elles avaient une forme assez similaire au bâtiment construit par Buckminster Fuller, et on leur a donné le nom de l'architecte. Ça s'appelle les Fulleren. Voilà, donc ça me rappelle aussi un peu mes études de chimie. Ah on va nous parler de ces études, justement. Voilà, donc effectivement, donc je suis originaire de Namur, en Belgique, et j'ai fait des études de chimie avec une spécialité en chimie théorique. Donc ça, c'est la chimie qui ne sent pas mauvais, c'est pas la chimie dans les petits pots, c'est la chimie sur l'ordinateur. Tu faisais pas de mélange? Non, je faisais des simulations, du calcul, c'est essentiellement. Donc c'est vraiment à la limite entre l'informatique, les mathématiques, la modélisation mathématique et informatique pour résoudre des problèmes de chimie. Donc ça, c'est ma formation initiale. J'ai travaillé pendant 8 ans dans un laboratoire de recherche, et puis j'ai fini ma thèse. Et ensuite, j'ai tout doucement viré vers l'informatique. Donc j'ai un peu laissé tomber la chimie. Et puis je me suis concentré sur l'informatique avec des applications en intelligence artificielle qui était déjà ce que je faisais pour la chimie. Bon, ça, c'est mon parcours scientifique. Après, voilà. Tu as commencé jeune aussi dans la musique, tu as fait beaucoup de choses avant d'être... Voilà, oui. En fait, ça a toujours été deux chemins parallèles. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, je suis toujours scientifique. Je travaille au Luxembourg dans un centre de recherche appliqué. Mais en parallèle, effectivement, depuis toujours, donc je dessine, comme tous les enfants à un moment donné. Et puis, j'ai continué aussi à faire de la musique. On a fondé un groupe qui a fonctionné pendant un certain nombre d'années, 8 ans. On a tourné un petit peu partout en Belgique, on a tourné en Bosnie, on a tourné un peu au Canada. C'était quel style de musique à l'écran? Oui, ça c'est mon atelier actuel. Donc c'est pas le studio dans lequel on répétait, puisque à l'époque on répétait dans une grange. Vous êtes plusieurs quand même. On était 6 dans le groupe. Mais là, ton atelier il est actuel, mais là. Ça, ce sont mes guitares, oui, ce sont mes guitares et ma basse et mon luth arabe, oui. Et j'ai encore d'autres guitares d'ailleurs qui sont sur l'autre mur. Et donc oui, le style de musique c'est un mixte entre de la cold wave, new wave et des musiques folkloriques et de la musique contemporaine. Donc là déjà ça commençait à... Oui, il y avait dans le groupe, il y avait de la guitare classique, c'est ce que je jouais, un peu de guitare électrique, du violon, et puis à côté de ça, plus classiquement, la batterie, de la basse, un chant et du synthé. Donc voilà.
Tu as fait du théâtre aussi. Oui, j'ai fait du théâtre amateur pendant des années, depuis l'âge de 14 ans, je pense, oui, 14-15 ans, par là. Et puis, sur la fin, vers les fins des années 90, j'ai eu la chance de pouvoir participer à 2 productions, je veux dire semi-professionnelles, parce qu'on mélangeait des acteurs amateurs, j'étais acteur amateur, des acteurs professionnels et un metteur en scène professionnel. Ça, c'était une expérience vraiment extraordinaire. Bah, oui. Oui, puis bon, quand on est un petit peu porté sur tout ça, ça doit être super bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y avait des pubs. Ah oui, je fais plein de choses. Oui, bon, non, mais il a fait, non, c'est pas ça, mais il a fait tellement de choses que j'attendais. Oui, j'ai fait des pubs aussi, des dessins pour des CD, des choses comme ça. Oui, voilà, en fait, en général, quand je faisais quelque chose, j'avais un peu tendance à mettre la main à la pâte à tout. Alors, ce qui peut être bien, ce qui peut être moins bien, évidemment. Donc, dans les pièces de théâtre, effectivement, j'ai fait un peu tout. J'ai été principalement comédien, mais un peu de mise en scène, fait tout petit peu d'écriture. Et je me suis aussi souvent occupé de faire les affiches pour des concerts, des festivals de musique et les pièces de théâtre. Oui, je suis un peu... Ça fait un peu de tout. Un peu de tout, oui, voilà. On a marqué aussi que... Alors, Après les pubs, on avait dit qu'on montrerait des dessins parce que des dessins, tu faisais ça alors pour les touristes. Ouf, oui, j'ai fait des dessins. On va passer ça remonte. Voilà, quelques photos. Alors voilà, ça c'était tes... Ça, c'est pas pour les touristes, ça. C'était tes premiers dessins. Oui, c'est des dessins assez anciens, ça, oui. Non, pour les touristes, ce que je faisais, c'est que j'essayais de gagner un peu ma vie, mais ça marchait pas très bien. J'allais à la citadelle de Namur, qui est une superbe citadelle dont une partie a été construite par Vauban, et je dessinais les monuments, soit des monuments de la ville ou les monuments de la citadelle, et puis j'essayais de les vendre, aux touristes. J'ai peut-être dû en vendre un ou deux, mais ça n'a pas été plus loin, je pense. Quand même. Voilà. C'était les débuts. Hein. Oui, alors ça c'est la fin des années... C'est dans les années 90. Oui. Donc, il y en a un autre, je crois, qu'on pourrait voir, mais qui d'un autre moment, je pense, non? Oui, non, c'est aussi la fin des années 90. Voilà, un moment où... c'est un style que tu as... Un moment plus... Oui, voilà, moins joyeux. C'est ce que j'allais dire, on sent un peu une époque un peu mais c'est pas le plus sombre. Hein. C'est pas le plus sombre. Oui, on peut dire, oui. C'est l'époque aussi où... C'est l'époque où je faisais vraiment beaucoup de choses en même temps. Le théâtre, la musique, le dessin, et ça prenait tout mon temps. À côté de mes études. Des études, oui. Mais bon, tu as eu cette période, tu nous dis, un petit peu... tristounette, on va dire. On peut le dire, oui. Tout à fait. Mais finalement, tu nous as dit que tu avais rencontré mais plus tard, vers 2010. On va passer le cap de la tristesse et hop. Vers 2010, tu rencontres 2 artistes qu'on a eu de la chance d'avoir. Oui. Tu as rencontré Cantos. Christian Cantos. On le remercie encore parce que c'est lui qui a fait notre première émission. Oui. Il a fait notre première émission. Alors merci Christian, je pense que tu es peut-être dans les parages, fais-nous signe. Et Mo Morrison qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très longtemps. Qui était venu même gaffer sur les murs de Bras. Les murs de la mairie de Bras. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de cette rencontre? Parce que j'ai l'impression que, d'après ton CV, c'est cette rencontre qui t'a fait déclencher un peu tout ton travail de maintenant. C'est vrai, oui, tout à fait. Parce que en 2000, j'ai décidé de faire une grosse rupture. J'ai quitté Namur. J'ai quitté l'université où je travaillais, je suis arrivé au Luxembourg, justement dans le centre de recherche où je suis actuellement. J'ai déménagé, donc j'ai vraiment fait une coupure et j'ai voulu me concentrer un peu plus sur la recherche, sur le travail, sur la recherche et sur la science. Donc j'ai tout arrêté. J'ai arrêté le théâtre, j'ai arrêté la musique et j'avais arrêté de dessiner aussi. Et progressivement, ça manquait. Et bon, tout ce qui est activité collective était un peu compliqué avec le travail, avec les déplacements. Donc ça, je pense que je ne le ferai plus. Mais progressivement, le dessin commençait à manquer. Et puis cette période un petit peu de doute existentiel qu'on peut, un peu post-adolescent attardé, était un peu passée. Attardé. Oui, parce que j'avais quand même... C'est sûr, avec les études que tu as faites. Je pense que j'ai prolongé l'adolescence un peu plus que la moyenne. Quand même, donc, c'est normal, c'est les études. Donc
après avoir prolongé l'adolescence un peu plus que la moyenne, il y avait une toute nouvelle ère qui commençait, et c'est finalement, effectivement, au contact, quand on a, avec mon épouse, quand on a repris beaucoup plus les visites d'exposition, et puis on est allé à l'atelier de Christian, à Montmédy, dans les casemates. Et on a, très bel atelier. Oui, c'est extraordinaire. Et là, là de nouveau, c'était ressenti. Tout ce que j'avais un petit peu laissé de côté a commencé à vibrer. Oui, voilà, en voyant l'atelier, en discutant avec Christian. Hein. Oui, voilà. Tout à fait. Et donc voilà, en plus, le travail de Christian est vraiment merveilleux. Et Christian est quelqu'un d'extraordinaire, excellent musicien aussi, vraiment très très bon musicien, bien plus que ce que je ne peux l'être. Et donc voilà, finalement, à force d'aller dans les expositions, de suivre Christian, je me suis remis à dessiner. Et puis il faut dire que mon épouse aussi, elle n'a jamais arrêté de peindre. Donc c'est aussi en la voyant que les choses sont revenues. J'avais envie des fois puis j'avais envie de me mêler un peu de ce qu'elle faisait, ce qui n'était pas très bien. Et finalement, c'est pas si vieux, ça fait jamais que. Non, j'ai repris. Un jeune artiste alors. Dans ce sens-là, oui. Dans un certain sens, oui. Après ton adolescence attardée. Exactement. C'est normal. Et avec Mo, alors, le rapport avec Alors, avec moi, c'était un petit peu plus tard, mais c'était aussi dans les mêmes circonstances. C'était, je pense que c'était une exposition à Mondorf. Et voilà, c'est Laurence qui avait vraiment épluché tout son site web, parce qu'elle aimait vraiment son travail. Donc, c'est mon épouse, qui avait épluché tout son site web, qui connaissait tout ce qu'il avait fait, et qui m'avait dit, on va aller voir quelqu'un de fabuleux, viens, je t'emmène à l'exposition. Et puis voilà, donc on a fait la connaissance de Mo. C'était le dévernissage, il n'y avait pas grand monde. Finalement, on a vraiment fait la fermeture. Et on est reparti avec une toile de Mo. Ah oui. Voilà, et on a fait connaissance. Aussi, oui, c'était irrésistible. Ouais. Et puis de fil en aiguille, on a de nouveau, on a suivi les expositions de Mo, et puis on est devenus des amis, comme avec Christian d'ailleurs. Et avec ces deux artistes-là, en fait, tu as redémarré, tu t'es dit j'y vais quoi. Oui, voilà, oui. Avec tout le travail de fond de ta femme que tu voyais faire. Oui, voilà, oui, tout à fait. Ça, toutes les conditions étaient réunies. Toutes les conditions étaient réunies. Tu t'y mettes. On avait une pièce dans la maison qui ne servait à rien, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'atelier, maintenant qui est devenu l'atelier et qui est très grand. Donc, on a passé notre temps à réaménager tout ça, et maintenant on est bien, on a la place pour travailler. Voilà, mais bon, c'est extraordinaire le travail qui a été fait justement pendant ce temps-là. Donc, pour en parler... on va découvrir un petit diaporama que tu nous as préparé. Oui. Voilà. Donc avec quelques-unes de tes œuvres. Ouais. C'est toi-même qui l'as préparé. Voilà. Donc après on en parlera. Oui, allons-y.
Donc voilà, on a découvert un petit peu quelques-unes de tes œuvres. Donc là, qui est ton travail actuel. Oui, il y avait un petit mélange. Il y avait un petit mélange, mais plus les choses qu'on a vues comme ce genre de tableau, ça c'était vraiment. Ça, c'est le travail actuel. Ça, c'est le travail actuel. Oui, on a vu qu'il y avait des choses complètement différentes. Entre les dessins, les tableaux. Il y avait des 3D, enfin, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, oui. Alors, dans ton CV qu'on a épluché, tu avais encore des choses à dire? Bah oui, parce que je voulais justement parler de la phrase. Eh bien oui, donc on a trouvé une phrase. Vas-y. Oui, alors, oui, c'est toi. Voilà, on l'a retenue parce que c'était, tu disais, quand tu parlais de ton travail, que ton travail vise à faire émerger l'humanité de la rigueur mathématique et de la forme pure. Donc c'est. Oui, ça demande explication. Donc ça demande explication, parce qu'on s'est dit là, il y a beaucoup de choses quand même. En fait, faut creuser. Alors, je vais dire, pendant que tu vas nous expliquer, à l'écran vont défiler des photos de ceux qui t'ont influencé. D'accord, oui, très bien. Oui, d'accord, tout à fait. Donc, comme ça, tu as une bonne demi-heure. Oh, je non, si, c'est une étude de texte. Ouh, ça me rappelle des souvenirs, ça. Des vieux souvenirs. Non, parce que cette phrase résume en gros ton travail. C'est ce que c'est ce que j'espère arriver à faire, effectivement. C'est un beau but. C'est un beau but. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut retirer cette phrase et puis qu'il nous en parle. Voilà. Alors on va la réécrire, si on peut. Vas-y. Voilà, oui, donc tout simplement, donc effectivement on va dire qu'il y a la période avant 2000, on a vu quelques dessins dans le diaporama, c'était assez sombre, etc. Donc et ça, c'était une période un peu difficile de ma vie. Et puis après ce grand arrêt, j'ai personnellement, d'un point de vue de mes goûts artistiques, beaucoup évolué plus vers tout ce qui est design, etc. Même dans mon intérieur, dans la maison, j'avais une tendance, il y a une vingtaine d'années, à avoir un intérieur un peu victorien, avec des quinquets en cuivre, etc. J'ai tout liquidé. Et j'ai vraiment changé radicalement. J'ai voulu aller dans l'épure complète. Et donc aujourd'hui, on a des meubles dans des couleurs unies, cubiques, extrêmement, et le moins de choses possible. Et finalement, ça s'est un peu traduit dans mes envies de dessin. Et évidemment, j'ai une formation scientifique. Alors je suis pas mathématicien, mais dans mon travail, il y a quand même des mathématiques. En chimie, il y a une forme cristalline qui s'appelle les quasi-cristaux. Et qui sont une forme cristalline, qui sont représentées par ce qu'on appelle un pavage infini, et par un mathématicien anglais, donc qui a été formalisé par un mathématicien anglais qui s'appelle Penrose. Et en fait, c'est ce qui m'a un peu inspiré, avec l'envie de travailler dans des couleurs vives, dans des aplats et dans des choses extrêmement géométriques, extrêmement structurées. Maintenant, c'est extrêmement aride. Oui, voilà, mais ça, on voit. Ça, c'est un escalier, oui, qui est qui a inspiré Escher. Alors Escher, c'est la photo d'après. Oui, voilà, ça c'est Escher. Alors. Donc donc voilà, on est vraiment dans une recherche. Bon, Escher a fait beaucoup de recherches sur les perspectives, les perspectives impossibles, et aussi sur les fameux pavages. Donc en anglais, ça s'appelle les tilings. Des pavages infinis où il a beaucoup utilisé ces symétries particulières qui m'ont beaucoup inspiré. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les travaux. Voilà. Mais évidemment, ce sont des géométries, des mathématiques très arides. Donc à un moment donné, le sens, il y a un sens qui peut être véhiculé à travers ces mathématiques. Et l'idée, c'est de pas juste reproduire ces mathématiques, sinon à ce moment-là, on fait juste un programme, on génère la forme. L'idée, c'est d'essayer d'extraire un sens à partir de perturbations qu'on peut faire dans cette rigueur mathématique. T'as voulu bousculer un petit peu tout ça. Bousculer, c'est un grand mot, mais c'est un petit peu l'idée. Donc l'idée, c'est de chaque fois on part de quelque chose qui est une espèce de pseudo-ordre, ça c'est la mathématique, et puis de le perturber quelque part, pour arriver à lui donner une forme qui peut être interprétée avec un certain sens. Et quand on parlera en voyant les images, on pourra parler de ça. Oui. Voilà, mais ça, ce sont tous des artistes qui travaillent vraiment dans la rigueur, dans l'abstraction géométrique, dans toute cette rigueur-là qui m'intéresse. Oui, Vasarely, ça c'est... Il est assez connu.
Ça, c'est aussi, c'est probablement celui que je préfère. Bon, ça commence à être daté, mais c'est vraiment, il y a ce mouvement, il y a cette rigueur géométrique, cette grammaire. Il y a vraiment une grammaire. Il a vraiment voulu créer une grammaire picturale. Il parlait même il a même d'ailleurs créé des jeux où l'idée c'était qu'avec ces grammaires, on puisse composer soi-même ses œuvres, en fait. Voilà. Et il y a des perturbations qui peuvent éventuellement donner un sens. Je ne pense pas qu'il était particulièrement à la recherche du sens. Je ne suis pas historien de l'art, mais... Il y avait Morlet et Écart aussi. Alors oui, François Morlet, ce que j'aime beaucoup, c'est toute la partie épurée. De nouveau, c'est la sensibilité qui peut émerger de formes simples. On a aussi Vera Molnar, qui elle travaille. Elle m'inspire beaucoup parce qu'elle travaille essentiellement beaucoup avec justement la frontière entre le numérique. Elle travaille beaucoup par programmation et puis elle fait des recherches sur justement ces formes, mais qui sont liées à des algorithmes mathématiques. Et elle travaille aussi sur les d'avant. Ça c'est Carte. Et donc c'est aussi un travail sur des formes géométriques, mais avec un certain chaos, avec des perturbations. Et en 3D, donc ça fait qu'on revoit bien là, les fameuses perturbations. Voilà, oui, tout à fait. Et là, ça rejoint assez bien ce que le travail que je fais plutôt, donc plus en dessin, mais plutôt on va dire en sculpture bas-relief. Oui, après il y avait. On en viendra. Il y avait Folon aussi. Enfin non, c'était pas là. Avant, tu avais Contreras, Brunet. Oui, voilà. C'est là. On est toujours dans le même esprit d'une certaine rigueur géométrique avec néanmoins de la perturbation. Bon, ici, on est dans des effets cinétiques, dans des effets optiques beaucoup plus poussés. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est quand même. Après, c'était Staud, c'est comme ça. Staud. Voilà. Et en fait, je l'ai découvert. Oui, il y a pas si longtemps que ça. On a vu des œuvres de lui à une foire à Karlsruhe. La fameuse foire de Karlsruhe. On parlera dans une prochaine émission. Voilà. Et donc j'ai vraiment été subjugué et j'ai retrouvé un peu ce que j'essayais moi aussi d'exprimer. Donc de nouveau, le travail sur une forme géométrique extrêmement simple, mais le travail sur une certaine apparence d'ordre, mais en fait finalement qui n'est pas si ordonné que ça. Qui n'est pas si ordonné. Et on en avait retenu encore Folon, il y avait Folon, parce qu'il y avait beaucoup, t'en avais beaucoup. Ah oui, Folon. Ça Folon, c'est un petit, ça remonte à mon enfance en fait. Ce que j'allais dire, on a pris le plus. Oui. Géométrique qu'on a trouvé. En fait, je devais avoir, je sais pas, 11, 12 ans, par là, 13 ans peut-être, je ne sais plus. Et j'avais été vraiment subjugué par deux artistes qui n'ont strictement rien à voir. Mais bon, à cet âge-là, on ne fait pas les liens. C'était Folon. Et alors, je m'étais mis à dessiner des choses à la Folon. Mais je n'ai plus ce dessin. Quand on est enfant, c'est Folon, c'est beaucoup. C'est Ingham. Oui, alors le Folon, c'était un pianiste et pendant qu'il jouait, du piano à queue sortaient des oiseaux. Donc c'était vraiment dans l'esprit de Folon. Et Cunningham, là aussi, j'ai vu un reportage à la télévision, j'étais subjugué. Et ça, j'en ai dessiné des tonnes. Il y en avait partout. Dans le salon, j'ai imposé ça à la maison. Il y en avait. Tu as commencé un peu par ça. J'ai commencé par ça. Et puis, quand j'étais enfant, j'ai commencé par ça. J'ai inventé des perspectives, etc. Mais c'était vraiment ça. Et puis l'adolescence s'est passée, et ça a disparu. Et puis c'est réapparu progressivement là dans le travail. Donc là, t'es en plein dedans. Oui, je suis en plein dedans. Tu avais un ami qui s'appelait Bonnard. Ah oui, ça. On va parler ça. En fait, oui. En fait, c'est pas vraiment un ami. C'était aussi pendant que j'étais gamin. Je faisais de la bande dessinée aussi avec un copain de classe. Et alors, ça, ce sont des très très bons souvenirs. Il y avait un magasin de bande dessinée en ville qui faisait le coin, un très grand magasin. Et il était tenu par un dessinateur. C'était lui qui tenait le magasin. Il était tout jeune. Je crois qu'il venait d'éditer sa première bande dessinée.
Et alors, on était évidemment après les cours tous les jours. On était fous dans le magasin avec mon ami et on lui montrait nos planches. Et en fait, on avait finalement des cours de bande dessinée gratuits. Il nous montrait comment faire les mises en couleur, il nous montrait comment faire l'équilibre des. Donc c'est une rencontre aussi qui a fait ça nous a donné pas mal de conseils et puis ça nous a aussi beaucoup encouragé. Je ne l'ai plus revu depuis, donc c'est bon, mais c'est vraiment un souvenir d'enfance. Alors, si on prend tout ce qu'on vient de voir, on se coupe et on a du Thibaut à la tour, alors maintenant. Probablement, c'est un petit mélange. Justement, on va commencer par découvrir un petit peu tes différentes œuvres et puis tes, je dirais, techniques de travail, outils de travail, techniques... Enfin, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est assez complexe, donc voilà, je te laisse parler, parce que je serai... Oui, mais, on va le guider sur... On démarre par quoi? On démarre par là? Par un petit film 3D. Mais avant il y a une petite photo avant le film, je pense. Non? Si, la 3D. Ah oui, la 3D, oui, mais je crois que c'était... Et puis le petit film après, hein. Voilà, donc ça c'est une des étapes de fabrication d'une sculpture, d'un bas-relief. Donc ça c'est le côté digital, donc ça tout part d'un modèle 3D, c'est je pense qu'on va voir après. Et puis à partir de ce modèle 3D, on va passer à la machine. Donc ça c'est une graveuse 3 axes. Ouais. Mais ça se fait dans un Fab Lab. Comme on a ici. Exactement comme on a ici, juste à côté. D'ailleurs, il me semble que tu étais venu visiter. Voilà, il est adhérent. Je suis adhérent, oui, tout à fait. Celui-là, c'était fait au Fab Lab à Luxembourg, enfin à Esch-sur-Alzette. Ils ont une graveuse qui permet de faire des surfaces qui sont beaucoup plus grandes. Que nous, celle petite. Voilà, et donc ils font la surface complète du bas-relief. Enfin, j'ai des modèles qui sont plus grands, mais pour le moment, je ne les ai pas encore gravés. Donc ici, voilà, c'est les premières étapes de gravage. Donc on a cette graveuse qui voyage selon l'axe XY et puis qui peut monter et descendre et qui creuse le bois. Donc qui est relié, faut expliquer, c'est un ordinateur. C'est piloté par ordinateur. Et en fait, ça grave le modèle 3D qui a été fabriqué. Donc ça, c'est la partie digitale, quelque part. Alors il y a... on avait un petit film aussi que tu avais montré. Mini-film. Un mini-film qui dure quelques secondes. Oui, voilà, pour nous montrer un petit peu. C'est juste ça nous montre un petit peu le... Voilà, c'est une navigation, c'est une navigation autour du modèle 3D. Donc ça, c'est Landjuksraun, je prononce ça certainement très très mal, c'est de l'islandais. C'est une œuvre que j'ai amenée ici, c'est une sculpture que j'ai amenée ici. Découvrir. Et donc, ce qu'on a vu juste avant, la graveuse, c'était le début du gravage de cette œuvre-là. De ce modèle-là. Donc une fois qu'il est gravé, après il y a tout un travail ensuite de reponçage, parce que c'est jamais parfait, de reponçage, de mise de laquage, de mise en peinture, etc. Et puis la petite touche de perturbation. Systématique. Voilà. Que j'adore. Bien perturber tout ça. Voilà. Ça serait pas drôle. Oui. Ce serait aride, ce serait assez inintéressant finalement. Puis la perturbation, ça représente justement dans ce que tu dis le côté humain, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est de la perturbation que naît, je pense, le sens. Le sens que je peux vouloir lui donner. En général, j'essaie de lui donner un sens, mais finalement, il est lu par le public de la manière dont il l'entend. Oui, c'est sûr. Mais quand on revient à la phrase que Janica a dite, tu essayes de faire émerger l'humanité, c'est pour montrer que si tout est toujours répétitif, trop ordonné, il y a toujours un petit chaos quelque part. Toujours, oui. On découvrira, de toute façon, on va découvrir. On la verra, on en parlera de cette toile, de cette œuvre qu'on vient de voir en blanc, et Thibaut nous l'a apporté, on en parlera tout à l'heure. Et alors on a un petit message de mots qui dit « Hello, je suis sur la route, j'arrive ». Et il rajoute « Désolé, j'étais sur la route et l'émission coupée grave ». Ah bah oui. Salut à Thib et à toute l'équipe. Merci Maud. Je ne sais pas si tu nous entends, du coup. Oui, c'est vrai qu'il a toujours du mal avec sa connexion. Mais bon, il faudra revenir. Oui. Il faudra faire quelque chose parce que et à chaque émission, il a un problème avec sa connexion Internet. Oui, c'est la fatalité. Voilà. Et pour revenir à la 3D, donc tu as apporté une toile, c'est une sculpture. Oui, j'ai apporté une sculpture. Ça s'appelle une sculpture. Submergence. Elle est ici. Voilà. Donc, en fait, celle-ci, elle n'est pas réalisée, elle n'a pas été réalisée complètement avec un modèle 3D, mais elle part en fait
une dérivation d'un autre modèle que j'ai fait. Et elle a deux faces. Donc ça, c'est l'arrière. C'est l'émergence? Non. Ouais, ça, c'est l'avant. Et alors, elle s'appelle submergence-émergence parce qu'effectivement, donc les pièces sortent et rentrent de la surface, mais d'une manière assez difficilement perceptible parce que on ne sait pas très bien où est le fond de l'œuvre et où est le fond de la pièce et où est l'avant. Parce qu'en fait, on voit à travers et donc c'est entièrement troué. Et si on faisait passer une bille sur la surface, en fait, cette bille passerait tantôt devant, tantôt derrière. Et en fait, finalement, alors c'est pas une géométrie impossible, puisque là, elle est physiquement réalisée. Donc oui, mais c'est quand même très faux. Mais elle s'approche un peu, je me suis inspiré assez bien de ces escaliers impossibles de Escher. Oui. En tout cas, dans l'idée d'avoir une surface où, en fait, on ne sait plus très bien où aller. Et de temps en temps, la forme sort, de temps en temps, la forme rentre. On est un peu perdu, c'est vrai que si on essayait de suivre, c'est l'objectif. Et oui. Et voilà. Donc... je peux la mettre. En plus. Ouais. Et donc, on a les deux faces ici. Voilà. On la voit très bien. Voilà. Et on voit bien, regarde quand tu mets. Voilà. Je vais la remettre comme ceci. Et de nouveau, donc, la manière d'agencer tous les anneaux suit une symétrie qui est non répétable à l'infini. Donc, vous avez un carrelage, vous retrouvez toujours le même motif à l'infini. Ici, on ne le retrouve pas. C'est pas possible. Non, c'est infini. Voilà. Mais on y reviendra pareil, alors, à l'infini. Parce que c'est quand même c'est fait avec quoi? C'est fait en... C'est du papier. C'est du papier. C'est du bois, du carton et du papier. En fait, oui, ce sont des languettes de papier, donc c'est plusieurs semaines de travail. Et ce sont des languettes de papier qui sont assemblées sur des anneaux en carton, qui eux-mêmes sont montés sur un support en bois. Alors, je suis complètement novice, mais alors pour faire ce genre d'œuvre, de sculpture, tu procèdes comment? Tu te mets devant ton ordinateur? Oui. Oui. J'essaye de comprendre Oui, donc je pars toujours du modèle mathématique. Donc ici, le modèle mathématique, c'est la manière d'agencer les différents cercles, le fait de les lever dans certains sens, de les faire se chevaucher. Donc là, c'est un calcul. C'est un modèle 3D, j'ai fait toute une série de calculs. Tu travailles déjà sur ces calculs. Il y a un modèle mathématique. Donc ici, c'est une symétrie, j'ai parlé du mathématicien Penrose. Ça, c'est une symétrie qui vient d'un autre mathématicien, qui est un mathématicien amateur, qui s'appelle Hamann, et qui a aussi mis au point des fameux pavages infinis. C'est-à-dire, avec la même pièce, elle ne se reproduit jamais avec le même environnement à l'infini. C'est ce qu'on appelle les pavages non périodiques. Donc, c'est pas votre carrelage à la maison. Lui, il est périodique, parce qu'on retrouve toujours le même environnement. Mais le même dessin, oui, toujours, mais toujours dans le même environnement. Il a toujours les mêmes voisins organisés de la même manière. Ici, c'est pas le cas. C'est le même cercle, mais ses voisins ne sont jamais exactement les mêmes, organisés de la même manière. Et donc ça, c'est le modèle mathématique. Et une fois que j'ai le modèle mathématique, j'ai mon canevas. Alors, quelquefois, ça devient un modèle 3D, je vais le graver ou je vais le couper au laser. Quelquefois, tout simplement, c'est mon guide, c'est mon plan. Et ici, j'ai juste créé les anneaux en carton, et puis organisé les anneaux en carton exactement comme le modèle mathématique. Et puis après, c'est toute la réalisation manuelle, donc les languettes de papier, la colle. Non, mais tu dis ça a l'air très simple, hein, quand on voit, là, nous, on a les yeux dessus, c'est... Je vais le remonter, parce que... Donc le voilà. Parce que, bon, il y a des petits trous partout... Ah oui, j'ai oublié un petit détail. Il y a des capsules de champagne qui se cachent derrière. Par-dessus, là? Oui, c'est pour avoir l'arrondi. Ces choses-là. Voilà. Parce qu'on voit que ça... On sentait bien qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et de l'autre côté aussi... J'ai pas été obligé de les boire pour avoir l'idée. Mais... Oui, mais enfin, on a des adresses où il y en a du bon champagne. Oui. Toi aussi, je pense. on en bonjour, Mo. On attend toujours, en fait, Mo. Bon, voilà, alors j'ai voulu aussi faire une œuvre biface. Donc normalement, elle ne se met pas contre un mur. Normalement, elle se. On peut la faire pendre alors. On peut la poser sur un meuble et on peut tourner. Ou sur un mobile. Ou sur un mobile. La pendre de manière à la mettre. Sur un socle comme ça. Enfin. Voilà. Évidemment, c'est la tienne. Alors on va pas. On va pas commencer à te changer. Voilà. Alors il y a Laurence qui nous appelle, notre voix. Mamie qui dit qu'elle a un écran noir encore. Il faut qu'elle l'actualise.
Alors, on a oublié de le dire au début d'émission, quand vous avez un écran noir, il faut réactualiser. Ce qui veut dire, vous repassez par Hélène et vous remettez l'adresse Hélène TV, enfin le lien qu'on vous a donné sur Facebook. Non, ou tu actualises sur ton ordinateur aussi. Oui, mais tu fais oui, c'est Mamé, tu repars en arrière, tu reviens sur tu repars à zéro, comme si tu redémarrais à regarder l'émission. Ça va être un peu embêtant, mais on voudrait ne pas te perdre. Ouais. Mo est connecté enfin. Ah, ça y est, Mo. Yes, je vous entends, j'ai un problème, je crois que je vous aime. Redis-nous-le. Merci, Mo. On t'aime aussi, Mo. Il faudrait nous la chanter. Alors donc, à la suite de cette démonstration, explication de la 3D, vas-y, oui. On va découvrir une photo, flash painting. Tu pourras Non, avant, il y avait une petite la découpe laser. Oui, excuse-moi, je vais trop vite, moi, tu m'oublies. Oui. Et là, on a parlé de champagne. Alors, la découpe laser, parce que c'est quand même, on vient de voir des choses, même avec tout ce que tu as expliqué, c'est encore un peu sombre dans ma tête, parce que je me dis, un modèle mathématique, je ne sais pas ce que c'est, moi. Après, on va parler à la découpe laser. Là, je commence à comprendre. J'ai une photo. Mais cette découpe laser, c'est toi qui commandes la découpe en faisant comment ? Non, de nouveau, c'est la même chose. C'est un modèle en 3 dimensions. Donc, ce qu'on a vu dans le petit film, c'est un modèle en 3 dimensions. On va voir le modèle qui correspond à ce qu'on découpe là, qui passe juste après, dans le petit film. Le petit film. On a un autre petit film, alors on va voir. C'est ça ? Et comme ça, on comprendra un petit peu. Voilà, oui. Voilà. Donc on navigue ici dans le modèle 3D. Donc en fait tout simplement il y a plusieurs couches qu'on va superposer et ce sont les différentes couches qui vont se superposer. Donc tu travailles couche par couche, comment pour ça celui-là, se passe? Oui, J'essaye de comprendre. comprendre. Pour celui-là, d'accord. Pour celui-là je travaille couche par couche. Ouais. On va le remettre parce qu'il est furtif. Oui, il est furtif le modèle. Donc ça c'est une petite animation que j'ai faite pour montrer simplement les 3, enfin il y en a 4 en fait, les 3 couches. C'est très intéressant parce que là on comprend. Parce que c'est vrai qu'on parle de 3D, des fois c'est difficile. Voilà, oui. Donc, c'est pas parce qu'il y a 3 couches. Non, c'est hyper. Non, mais je sais bien. Non, mais quand même le 3D. Oui. Voilà, donc là, à partir. Donc ce modèle, donc ça c'est le modèle 3D qui est fait à partir de nouveau. Au départ, il y a toute la théorie, les mathématiques qui préside à toute la symétrie, de ce que j'ai expliqué, le pavage non périodique. Évidemment, j'en fais des variations. Ces variations, je les transforme sur l'ordinateur en une série d'objets en 3 dimensions. Bon, là, on est encore dans une symétrie du mathématicien Hamann. Donc, c'est une symétrie d'ordre 4. Cette fois-ci, on voit bien que ce sont des petits L qui sont agencés. La symétrie d'ordre 4, parce que traduire. Il y avait aussi ordre 5. Voilà, ça c'est Penrose, c'est ce qu'on verra plus tard. L'ordre 4, c'est tout simplement les formes. Si on mettait un axe au milieu d'une forme, on peut la tourner 4 fois. Et on va la retrouver chaque fois de la même manière. Le carré est une symétrie d'ordre 4. Un pentagone, c'est une symétrie d'ordre 5. Donc ici, on est dans... Voilà. C'était... Donc on est dans un modèle de type Hamann. Et alors, ce que je fais après, une fois que j'ai les différents modèles, pour avoir la 3e dimension, je vais superposer les couches, tout simplement. Et donc chaque couche, je vais utiliser le modèle qui va piloter la machine pour découper au laser. D'accord. Et donc j'ai un ensemble de pièces, que je vais numéroter d'ailleurs, et puis je vais devoir faire tout le montage. À la main. Tout le montage à la main, oui. Tout recoller, tout le montage à la main. Donc ça, c'est l'étape de découpage. Donc on reconnaît les formes du modèle 3D. Oui. Voilà, non, c'est dans du MDF. Et ça, c'est le Fab Lab du Luxembourg. C'est aussi au Fab Lab de Esch. Ils ont une découpeuse laser qui est très très grande. Qui est plus grande, oui. On fait des plus petites pièces. Elle fait, je pense que, sans me tromper, c'est au moins 1 mètre par 80 cm. Ah oui, donc c'est du intéressant. Ouais, c'est beaucoup plus petit chez nous. Voilà le montage. Et ben voilà, avec le tube de colle. Voilà toutes les pièces, le tube de colle et les numéros pour les remonter. C'est inouï. Voilà, ça c'est aussi quelques semaines de montage. Quelques semaines et puis beaucoup de patience. Non, il ne faut pas perdre les pièces. Ah oui, j'imagine. Il ne faut pas perdre les pièces en revenant. Et puis il faut savoir est-ce que quand tu commences à travailler, tu visualises avant qu'elle soit finie, tu arrives à visualiser un peu ce que ça peut donner ou... Oui, j'ai toujours une idée de départ qui n'est jamais l'idée d'arriver.
Enfin, qui n'est Voilà, jamais le résultat arrivé. c'est perturbé entre-temps. Bah oui, c'est en faisant... il y avait une citation, je crois que c'est Sartre qui disait « faire et en faisant se faire ». Et oui. Ça, c'était pour la partie existentialiste, mais finalement, c'est la même chose ici. C'est au fur et à mesure du montage que l'idée de départ commence à se transformer et à un moment donné, les idées émergent. Je suis tellement concentré sur le montage, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Oui, puis c'est qu'à un moment donné, finalement aussi. Oui, et ça, c'est la partie zen de l'affaire, ça. Ah, vrai. Ah oui. Ah oui, J'aurais parce que cru finalement... que c'était le truc qui tu viens fou. Non, parce qu'il il y a deux périodes entre guillemets de créativité. C'est le moment où on explore les modèles 3D et où on joue avec la partie digitale et les mathématiques. Et puis on perturbe les mathématiques. Et puis on arrive à l'idée qu'on veut. Puis après, il y a une partie très pratique, on fabrique, on va couper, etc. Donc ça, c'est une partie très manuelle qui est vraiment intéressante. Et puis le montage et la finition. Donc que ce soit le reponçage, la peinture, ou ici, il y a une étape de montage, ou coller toutes les languettes. Il y a une partie qui est très relaxante, finalement, parce que c'est vraiment, on s'échappe. Oui, je suis dans l'atelier, j'ouvre la fenêtre, et j'entends juste les oiseaux, le bruit du vent, et je colle. Ouais. Et en même temps, ressurgit de manière involontaire et imperceptible la créativité. C'est-à-dire que pendant qu'on fait ça, tu repenses déjà. J'aurais pu. Ça se transforme et on dit ah oui, mais finalement ce que je pensais je vais pas le faire. Ça va devenir comme ça, je vais faire ceci. Et en général en plus, je prends des notes parce que j'ai les 5 suivantes qui viennent. Que je n'aurai probablement pas le temps de faire. Oui. Non, mais c'est super bien. Est-ce que c'est ce tableau-là? Parce que ça serait peut-être bien de celui-là, montrer oui. maintenant. Alors, oui. Attends. On va... comme ça, il y aura une suite... c'est un peu... Alors, voilà. Alors, on va le mettre en direct. Oui, voilà. Attends, attention à ta tête. Voilà. Et on va montrer l'œuvre terminée. Donc ça, c'était le premier film. Est-ce qu'on va se rendre compte? Peut-être faire un gros plan. Alors, il est peut-être mal placé. Il faut qu'on le tire. Non, mais c'est-à-dire que le tableau là, est vertical et tout à l'heure, il était... On avait essayé avec des tableaux. Il est comme ça. Oui, voilà. Voilà, oui. Alors donc, ceci c'est le modèle 3D du premier film. Souvenons-nous, on naviguait au-dessus d'un modèle 3D, donc c'était le tout premier film. Et puis après, on a vu la graveuse. Oui. Donc pas la coupeuse laser, la graveuse, qui creusait le bois. Oui. Et bien voilà le résultat final. Donc la graveuse a creusé le bois selon le modèle 3D pour arriver à cette forme-là. Voilà, c'est exactement ça. Voilà le modèle de départ de la sculpture. Donc c'est à partir de ce modèle-là qui a piloté la graveuse qu'on obtient la forme qui est là. Et la forme ensuite, elle est retravaillée, donc après c'est tout travaillé à la main, reponcé. On voit encore, en général, après la graveuse, on voit toutes les traces. Oui, c'est pas tout net. C'est pas tout net, on voit toutes les traces de la fraise qui subsistent encore, donc c'est reponcé un certain nombre de fois. Plusieurs couches de primaire, plusieurs couches de peinture, plusieurs couches de vernis, de lac, etc. Donc c'est aussi plusieurs semaines de mise en forme. Et puis l'élément perturbateur, c'est ce que c'est c'est le carré rouge. Là, oui. Donc là, de nouveau, on est toujours dans une symétrie de Hamann. Hein. Il y a deux mathématiciens qui me donnent les équations dont j'ai besoin. Et celui-là s'appelle Lernjuksraun, avec une prononciation que je ne garantis pas, c'est de l'islandais. En fait, Lernjuksraun, c'est un champ de lave. Un champ de lave, je pense que le volcan a dû être en éruption dans les années 80. Le champ de lave est encore fumant, mais on peut se balader dessus. Et dans un voyage en Islande, on a eu la chance de pouvoir se balader sur ce champ de lave. Et finalement, ça m'a inspiré en fait cette structure un peu chaotique. Ça m'a inspiré cette structure un peu chaotique. D'où l'élément perturbateur rouge. Et l'élément perturbateur rouge, c'est pour rappeler en fait le feu et la lave qui a produit ce système chaotique. Ah ben voilà, je vois qu'en image de fond maintenant... Donc maintenant nous sommes sur le volcan. On n'a pas le champ de lave, ça c'est un solfatar, mais c'est juste à côté en fait. On va terminer, le restant de l'émission, on sera dans le champ de lave. On sera dans un... J'arrive, je reviens. Lily est toute petite. On sera donc dans un solfatar. Donc c'est lié, le champ de lave est juste à côté en fait, on est au même endroit en Islande. Le champ de lave est juste à côté. Le champ de lave c'est vraiment tout noir, c'est chaotique, vraiment, c'est immense. On a pris un peu cette photo parce que tout elle est noir plus claire, dans le noir. Tout à fait, on serait pas vu. Le tableau noir, ta chemise noire. Oui, voilà, oui. Remarque, on aurait vu les sièges rouges. Et ça, je peux vous dire, ça aurait été l'élément perturbateur. Oui, voilà, probablement. Bravo.
On a suivi. Et donc ça, ce sont des eaux qui sont chargées en sulfure, donc ça sent extrêmement mauvais, ça sent l'œuf pourri, et ça fume. Et donc toutes les couleurs qui sont là sont dues à tous les oxydes et tous les éléments, des éléments chimiques qui sont dans les terres et qui remontent avec les vapeurs. Donc ça aussi, ça t'inspire en tant que chimiste finalement aussi, oui. Tout ressort. En fait, tout ton environnement, en ce moment, ça bouillonne comme un volcan. On va dire. Depuis toujours, j'ai toujours considéré que la science et l'art, il fallait une dose de créativité pour faire de la science et de la bonne recherche. Pas que, il faut aussi beaucoup de rigueur et beaucoup de méthodologie scientifique, mais il faut de la créativité. Et la science et l'art ont toujours été pour moi un peu comme les deux faces d'une même médaille, finalement. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, là, attendez la démonstration parfaite. Hein. J'essaie, mais je ne suis pas le seul. Alors, donc, après la découpe laser, on va continuer, parce que je voulais aller un peu vite tout à l'heure, avec flash painting. Si on peut avoir la photo. Alors là, il y a une alors explication aussi. C'est aussi, donc ça c'est une étape de fabrication. On va la voir terminer dans les photos, je pense, tout à l'heure. Donc ça c'est un des dessins cette fois-ci. Donc ça c'est la mise en couleur d'un modèle mathématique. Donc c'est une symétrie pentagonale cette fois-ci. Ouais. Penrose. Retravaillée complètement, donc avec des formes et des perturbations. Et ici, la perturbation, c'est une inversion de couleurs dans des couleurs complémentaires qui sont... Vous savez bien que le rouge et le bleu, ça fait extrêmement mal aux yeux, ça clignote. Donc le but du jeu, c'est vraiment... Non seulement les lignes noires sont assez psychédéliques, elles sont assez cinétiques quand on les regarde, mais en plus, je voulais accentuer cet effet avec l'inversion de couleurs qui rompt la symétrie infinie. Parce que du coup, c'est vraiment... on a ajouté un élément de symétrie supplémentaire. Mathématiquement, on a rompu la symétrie infinie. Moi, je voudrais dire que quand c'est sorti de mon imprimante, tout simplement, la photo que tu nous avais envoyée, pas celle-ci, mais la photo de l'œuvre terminée, on voit des étoiles. D'ailleurs, dans le rouge, on les voit bien. Ouais. On commence à les voir. Alors, donc, c'est un tableau qui est totalement mouvant. Oui. Il bouge quand on le regarde. Oui, c'était le but. On le voit jamais de... T'as réussi ton but, parce que là, franchement, il est très mouvant. On le voit jamais de la même manière. Oui, mais tu dis flash painting, alors on entend painting, la peinture et tout. C'est toi qui fais les traits noirs à la main avec ta petite... Non. Les traits noirs, ils sont faits avec le... Donc ça, c'est la partie digitale. Tous les traits noirs, c'est la partie digitale. Donc c'est ce qui est calculé. Ouais. Et après, toute la mise en couleur et la perturbation, en fait, la perturbation est dans la couleur, dans la plupart des cas, sauf un. Donc, toute la mise en couleur, après, est faite à la main, au pinceau. Donc, le bleu et le rouge. Le bleu et le rouge. Fait à la main. Oui, parce qu'ici, par exemple, les lignes sont noires dans le canevas, mais dans l'œuvre finale, il n'y a pas de ligne noire, c'est bleu et rouge. Bleu et rouge et rouge et bleu. Donc après, je reprends tout. Donc ça me sert de guide. Parce que ça, c'était tu étais en train de travailler dessus, c'était en cours. L'œuvre n'est pas finie. Je viens de faire les deux. Je viens de faire le fond rouge. Je suis en train de faire le fond bleu. Il y a plusieurs couches. Et puis après, je vais refaire au pinceau toutes les lignes. Toutes les lignes. Absolument toutes. Ah oui. Ça aussi, ça prend des semaines. C'est ce que j'allais dire, sacré boulot. Mais de nouveau, c'est le côté... C'est toute la partie relaxante finalement, la partie zen, la partie de concentration extrême pour faire toutes ces lignes au pinceau, qui fait partie finalement alors pas de l'œuvre, mais qui fait partie aussi de mon plaisir à le faire. Oui. Parce que tout arrive quand même finalement à tout ce que tu as... comment on va dire, vécu, arrive, tout, c'est une chose qui est faite après. Dedans, oui. Et ici, par exemple, aussi, donc, après avoir fait cette forme, donc tout le canevas noir, ce n'est qu'après que la décision d'accentuer le mouvement avec le rouge et le contraste du rouge et du bleu s'est décidée. C'était pas prévu. C'était pas défini au départ. Non, ça sera trop difficile. Voilà l'œuvre, parce que en fait on voit que et on voit que ça a disparu, donc on la verra après. Oui, on la verra après. Voilà, ouais. Hein, on voit que le noir a disparu. Bon, alors on va continuer. Thibaut va avec des toiles qu'il nous a apportées, puisque on les a là en vrai. Si on peut... Attention, parce qu'elle est lourde celle-là, ouais. Je sais pas si forte.
Alors, on remet l'œuvre de départ. C'est ici. Parce qu'on fait travailler nos invités, hein, finalement. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu lourd, donc on ne voudrait pas casser. Alors, celui-là, nous sommes tous différents. Oui. Alors, nous sommes différents. Est-ce que tu peux... moi, il m'a interpellée, celui-là, hein, quand j'ai lu un petit peu la présentation, et je suis bien contente que tu l'aies amené, parce qu'au départ, tu ne devais pas l'amener. Oui. Donc, mais je l'ai amené. Et je disais, c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu parler de cette œuvre. Je suis bien contente parce que Thibaut est venu avec. Voilà, alors nous sommes tous différents. Bon, je pense que le titre est un peu facile parce que finalement ce sont des petits bonshommes qui sont en fait tous les mêmes. Mais qui ne sont finalement pas tous les mêmes. C'est-à-dire que pris individuellement, ils sont tous les mêmes, mais ils ne sont jamais entourés des mêmes voisins de la même manière. Et l'idée, c'était un peu un message un peu peut-être un peu facile, mais l'idée, c'est de dire que finalement tous les hommes sont semblables, mais qu'on vit fondamentalement, et la richesse de la civilisation, de l'humanité, c'est justement toutes ces petites différences. C'est le fait qu'on est tous des hommes, des femmes, des êtres humains, mais qu'on a des cultures différentes, on vit dans des civilisations différentes, on a une organisation sociale qui varie en fonction des territoires, et finalement, donc, notre voisinage, ce qui nous rend différents, ce n'est pas notre nature même, mais c'est notre voisinage. Mais c'est très actuel, c'est très moderne ce que tu es en train de dire. C'est actuel, on va dire. Oui, ça l'est d'autant plus, ça l'est plus qu'à l'époque où je l'ai fait. Oui. Ah bah oui. Tu disais sur cette œuvre, en fait, quand tu en parlais, tu disais « moi, c'est eux ». C'est exactement ça, voilà. C'est que toi, tu te nourris des autres. L'homme est un animal grégaire et finalement, l'homme seul n'a pas d'intérêt. C'est par les autres, par son voisinage, par la société ou par la civilisation que l'homme se construit. Donc effectivement, oui, moi, c'est eux. Voilà, et j'avais trouvé que c'était très intéressant. Et à plusieurs, tout ce petit monde que tu as représenté, ils arrivent à créer eux-mêmes des autres environnements. Parce que tu dis qu'ils n'ont pas le même environnement. On a l'impression, on est perdu, comme dans tous les tableaux, c'est exprès. Mais il y a toujours l'élément perturbateur. Un peu comment ça se passe, comment tu as mis toujours la même chose, mais en fait on s'aperçoit que c'est jamais pareil. C'est ce que tu viens de nous expliquer. Mais quand même, comment tu fais pour pouvoir perturber un truc qui est toujours pareil? Alors celui-là, il n'est pas perturbé. Bah si. Un petit peu, c'est l'effet de la symétrie, c'est ce que j'expliquais. Et ça, l'effet de la symétrie, c'est l'effet de la symétrie, donc c'est de nouveau une symétrie de type Penrose, en fait, qui fait que là-dedans, les éléments fondamentaux, ce sont deux losanges. Deux losanges avec évidemment des dessins dedans. Ils sont bien cachés. Il y a deux losanges. Il y a deux losanges. Ah bon on a un premier losange ici et un deuxième losange là. Voilà. Oh là là, oui, d'accord. Ah non, mais moi je cherche. Oui, vous voyez des losanges. Alors là, il faudrait vraiment un gros plan. Je pense pas que ce soit possible. Je vais expliquer. Ce sont deux losanges qui sont avec un motif dedans, et c'est la composition du motif qui fabrique les petits bonshommes. Donc ça, c'est la partie calcul, et c'est cette fameuse symétrie qui fait que, en répétant toujours les mêmes objets, donc ici c'est deux losanges qui sont toujours les mêmes, mais ils s'organisent toujours différemment. Et c'est ce qui amène cette impression on a compris comment ça marchait, puis quand on commence à s'éloigner un peu, on pense qu'on va retrouver quelque chose qu'on a déjà vu, mais en fait on le retrouve pas tout à fait le même. Oui. Il y a toujours un... Où il est plus en biais, où il est plus... Voilà, exactement. Donc, donc ici c'est fait avec un collage en fait, tout simplement. C'est collé, c'est pas peint. C'est un collage, le collage des motifs, ensuite recouvert d'une série de couches de papier et puis peint. Donc, et ton losange, le bleu c'est peint, le blanc et le bleu sont peints. Oui. Le losange, c'est quelque chose qui est collé dessous. Oui, c'est du carton. C'est du carton, c'est la base du parce carton, qu'il y a un effet. C'est ce qui sert de canevas en fait. Voilà, d'accord. Voilà.
Donc, tu as bien caché ton canevas, mais on le voit Mais parce quand qu'on même le. maintenant. Maintenant, tu nous l'as dit, mais c'est Bah vrai oui. que je n'avais pas vu. J'ai dévoilé tous mes secrets. Ah bah, Voilà, bah oui. Oui, alors après, tu vas être copié, tu vois. Mais bon. Non, mais la symétrie avant de Penrose, faire- beaucoup d'artistes se sont inspirés de ça. Il n'y a pas j'ai absolument pas de velléité à prétendre être le premier à jouer avec cette symétrie-là. Amann est moins répandu, mais Penrose, c'est archi connu. Oui, Dans les années oui. 70. Non, ça c'est cher. Cher. Penrose, le mathématicien Penrose, c'est archi connu depuis les années 70. Des universités américaines ont vraiment fait leur carrelage Comme ça. avec ces losanges. Mais moi, ce que je fais, là, c'est les losanges. Moi, ce que je fais, c'est que je travaille des formes à l'intérieur des losanges pour que leur agencement recrée un autre motif. Donc, comme les petits bonshommes ici, ou ce qu'on a vu dans Flash, toutes les lignes qui sont cinétiques. Alors, si vous voulez C'est- plus comprendre, il va falloir aller sur le site Sur de oui. Thibaut Latour sur Facebook. Donc, tu mettras tout. Non, Oui, mais je pour mettrai l'instant, les- oui. Mais Je sur le mettrai les site, oui, il y a des références. choses. Tu mettras, de toute façon, voilà. on les mettra. Mais on on aussi. partagera. Oui, je mettrai les C'est- références. Il y a des excellentes pages Wikipédia Mm. sur ces Ouais. mathématiciens et, Oui, mais c'est on comprend pas très les très bien. mathématiciens qu'on veut, c'était Ah oui, tes œuvres, je suis on en veut train de trouver préparer tes mon œuvres. site web. Il n'est pas encore tout à fait terminé. Mais Ah, site Mais- web, ouais. Ouais, Alors ouais. donc, l'œuvre à nu, le transmettra en temps voulu. On fera un lien quand on aura fini. Donc, je continue Bah oui, le avec deuxième. Faille, c'est ça? Faille, ouais. Oui. Faille, là, on va la voir en photo. Hein, oui, il va arriver en photo. on va Et la voilà. voir en photo, Ah, voilà. l'élément Alors, le perturbateur. Voilà, donc Donc- on a l'élément perturbateur. La Bah faille. oui, la faille. La faille. Mais alors, il y a beaucoup de choses à dire parce que tu nous dis. Alors, à chaque fois, d'abord, je t'ai présenté en disant que tu allais nous parler de F, trois petits points, l'infini. Oui, on y est. Donc, Voilà, on est en on plein est- dedans. Ouais. Alors, là aussi, il faut que tu t'expliques. Hein, parce que l'infini, c'est un beau signe mathématique Mhm. aussi. Le F, je pense qu'il Il y a faille. il y a plein d'autres. Non, Ouais, non. oui, oui, Alors, si, un peu. on chauffe, Ouais. on On s'approche. chauffe. Alors, on t'écoute, finalement. Donc oui, voilà, donc il y a une série, ce seront les 3 ou 4 prochaines, donc c'est toute une série de peintures acryliques, donc Flash en fait partie, hein, qui sont toutes basées sur le même, c'est le même principe, donc ça c'est Flash. Le même principe, donc toujours avec cette même symétrie, avec ce motif qui crée des motifs vibrants et cinétiques pour celle-ci, et plus compliqué en termes de nœuds pour faille, avec un élément perturbateur. Et donc on est dans des symétries infinies. Donc de nouveau, ce sont des motifs qui se répètent. Toujours les mêmes, mais jamais les mêmes à l'infini, jamais dans le même environnement. Et l'idée, c'était de casser cette symétrie. Et donc le F, c'était de donner un peu même un aspect d'une humanité, mais un petit peu violente. Ouais. On revient quand même sur ces petits fondamentaux, un peu sombres éventuellement, donc de casser cette symétrie. Et le F est synonyme de fêlure, ou failure en anglais, voire fuck. Ah bah, Ou le F 3 petits Ils ont un points. cas, D'accord. Voilà. Donc l'idée, c'est de casser la d'accord. symétrie. Ah. Voilà. Alors, mais j'y ai pensé, n'est-ce c'est pas? pas Parce que moi, j'ai j'ai vu Flash, faille, je me suis dit, Puis d'autres, on est dans les F, hein, on va en trouver, voilà, on va on va en trouver trouver d'autres. plein. Mais c'est le oui. principe, toutes les peintures acryliques, donc c'est chaque fois de l'acrylique, et puis après j'en ai tiré une série en sérigraphie. Pourquoi la sérigraphie? C'est parce que ça permet d'avoir des aplats extrêmement plats. En acrylique, on voit toujours un petit peu la structure de la peinture, on voit le trait de pinceau, c'est extrêmement difficile de l'avoir complètement plat. On ne peut pas faire ça au rouleau, c'est impossible. Donc j'en ai tiré des sérigraphies pour accentuer encore cet effet de vibration, parce que là on n'a plus la perturbation du c'est très plat. C'est ce que tu nous Voilà. as dit Voilà. quand on a préparé l'émission. Mais indépendamment de ça, donc toute la série effectivement commence par F. F. Et alors le petit jeu, ça c'est un petit jeu sur lequel je me suis astreint, ce sont tous des mots commençant par F qui sont les mêmes en français et en anglais. Ah, Voilà, ouais. ça c'est pour la petite histoire. Ça va C'était juste loin, le- quand même. C'est le Ouais, petit ouais, challenge que je me Ah suis, ouais, c'est le petit d'accord. challenge que je me suis donné. On va faire une pause là. Ah oui. Ça impose. Ah bon, d'accord. Ouais. Une pause s'impose. C'est bien. Oh, c'est bien. Mo est en pleine forme. Hein. Il répond à Mamé, donc il y avait un C'est Ouais. bien, parce Ah, qu'il c'est parle bien, entre eux, oui. tu vois. Ah, ils sont en train de parler. Il y a une émission parallèle en fait. Oui, Voilà. tu vois. Alors donc il répond à Mamé, mais il faut brancher le PC aussi pour l'écran noir. Il est en Ah pleine ben ça forme. va, bon. Ah oui, c'est bien. Mo, il dit aussi je viens de prendre une aspirine.
Mais pourtant, c'est très clair. C'est mieux Pour maintenant. moi, ça ça c'est j'ai une pause. j'ai prise avant. Ah d'accord. Alors, Ah bah oui, on s'aventure un peu dans les mathématiques. mais c'est des mathématiques. Non, mais c'est très des intéressant, tournées, ceci. on va dire C'est qu'il y a une très- figure dans la très- mathématique. C'est le but du jeu. C'est ça, hein, l'élément perturbateur. Euh, C'est lié dans l'infini. Voilà. L'élément C'est le perturbateur, F. c'est lui. Je vais quand même lire ce que tu écris sur Ouais. faille. Mais tu l'écris presque sur tout TF. La répétition du même ne produit pas toujours sa propre redite. Déjà, Oui. une répétition, elle ne reproduit pas toujours. Pourquoi ? Il y a un élément perturbateur, Parce mais que- pas, oui, pas mais le parce que- tien. Non, parce que ça c'est la mathématique, parce que c'est Même le en même élément qui mathématiques, se ça répète, marche, mais il ne se ça répète marche. jamais exactement avec le même voisinage. Même en mathématiques, alors. Mais c'est Parce ça, qu'il c'est n'a pas le même ça, c'est le voisinage. principe C'est le truc du de pavage base. infini. C'est le truc de base. Ok. Alors, dans cette quasi-symétrie d'ordre 5, alors donc Oui, l'ordre c'est ce qu'il 5, nous a c'était expliqué la tout à faille. l'heure, avec la Tout faille. se reproduit à l'identique et pourtant les voisinages ne se ressemblent jamais. Donc ça, tu nous as bien expliqué. Oui. Une infinité vertigineuse que seul le fracas, voici un Bah, le F. peut rompre. D'accord ? Voilà. Donc, après, on a faille, flash, etc. où tu associes toujours deux choses quand tu expliques ton tableau. Dans faille, on a la vie. Notre vie est ainsi faite de petites habitudes qui s'entrecroisent et se juxtaposent sans jamais se ressembler, tant son irréversibilité est terrible. On la croit longtemps infinie jusqu'à la faille. Mais on se retrouve bien, nous, c'est l'humain. C'est la vie et la mort. Oui. La vie et la mort. Alors, des scientifiques comme ça, si on dis a la- connu à la l'école, vie- on la aurait vie fait et un sa peu plus de fuite. chimie, hein, moi je dis. hein. La vie et sa fuite, ouais. Alors, et pour tout à l'heure, pour C'est le faille- fil de la vie qui se détricote quelque part. Hein, quand Ah là, oui, on le voit bien, On a hein. un accro dans les mailles. Ouais, oui. Et alors C'est un gros accro. Oui. Il faut retrouver Alors le là, crochet. ben, on peut continuer avec fracture, hein, toujours Oui. le F. Je pense que tu l'as. Ah non, le Ah non, là, Le on voici. l'avait Voilà, donc on ça, l'avait c'est- vu Oui, parce que tout c'est à l'heure. tout Oui, on ne sait qui plus. présente On quoi est un peu perdu. Non, mais c'était bien. C'est Moi, fracture, c'était effectivement. c'était fracture, Lily. Alors, oui, je sais. Ah oui, bien. oui, 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 Et sur, tout va sur bien. fracture, il y avait Alors, c'était. Alors, nous, on avait relevé fracture. la dualité. Alors, c'est la dualité des vues où les structures moléculaires soudent l'infini prolifération qui pourtant se rompent. Oui. Alors, Ah. montre-nous le voir la fracture, qu'on voit la prolification. En fait, oui, dans cette. Au départ, il ne devait pas s'appeler comme ça. Je n'ai pas le nom. Si on regarde dans l'orange, on voit en fait une structure moléculaire. On a des cycles condensés, des cycles à 5, des cycles à 7, et puis on a des petits méthanes qui pointent un peu partout. Ah oui, toi, tu vois ça. Ah, tu du méthane. Oui. Vous voyez, donc c'est une structure moléculaire qui porterait un nom complètement impossible si on devait la nommer. Il y a une nomenclature particulière pour nommer Oui. les structures Elle moléculaires. existe. Elle existe. c'est Non, vrai. ça n'existe Non, pas. non, Cette c'est la molécule tienne, n'existe pas, ça. elle ne peut pas exister. Mais si on devait nommer Moi, je cette prends molécule, elle aurait un nom infernal, donc en utilisant la nomenclature. Et effectivement, cette structure moléculaire, elle a émergé en fait de la mise en couleur. Et en fait, normalement, elle est supposée être infinie, mais par la présence de cette fracture rouge qui vient là, cette molécule, en fait, qui théoriquement devrait être infinie, se casse en deux. Là, Tout ça, simplement. vraiment, c'est Le la fracture. rouge, ça C'est la représente un peu fracture. le C'est- sang ou le Alors, flux. Non, Non, ça représente vraiment de manière générale, dans toutes les situations dans lesquelles on vit, les choses ne sont jamais continues, ne sont jamais durables éternellement. On peut être très content d'une situation et puis se dire ah, si toute la vie pouvait être comme ça, mais elle ne Oui. sera jamais Non. comme ça. Mhm. Il y aura toujours un jour ou l'autre une fracture qui ne sera pas nécessairement dramatique et à la limite, vaut mieux une et fêlure. difficile. Une petite fêlure. Une petite fêlure, c'est quand même Ça, c'est moins la série, violent. ça. Voilà, hein, mais celle-là parce est plus violente. que La c'est fracture, oui, non, mais puis ça se sent dans le tableau, c'est vraiment la fracture. Oui, Moi, j'ai. ça parle c'est- de l'homme. hein. Bah oui. Ça parle de l'homme. Mm. Alors, tu nous as enchantés. Hein, je ne sais pas si tous les spectateurs. Je sais pas si j'ai peut-être perdu tout le monde avec des Non, explications. non, bah, je Je ne pense pense que pas, on ils sont est- toujours là, ils sont. On a été enchantés. Il y a une autre phrase. Il y a une autre phrase. Ils sont Non, tous- mais Allô j'en vois qui dorment dans le studio. On avait fusion aussi. On en a. Il y en a Il y en a deux. encore une
Hein, on a Fusion, Flash, tu l'as amené? Fusion, Flash, on l'a vu tout à l'heure. Et Fusion, là, voilà. Bah oui, Fusion, mais regarde, on peut avant de changer. passer à autre chose. Donc, justement, pendant qu'on fait les changements, il y a une phrase que tu nous as dite aussi. Tu dis, plus la mathématique se rompt, donc ça on a bien compris, plus le signe s'assemble. Alors on va essayer de savoir. Je vais avancer un peu. Ouais. Alors pour l'histoire de la rupture et tout ça on a compris, mais alors si en plus ça se rompt, plus ça s'assemble. Et c'est intéressant. Hein. Ah oui, là, Enfin, oui, c'est énigmatique. Oui. Bon, effectivement, c'est énigmatique. C'est un peu voulu comme tel. Ça serait bête. On peut pas le rapprocher, non? Parce que il y a quand même des choses. Est-ce qu'on va pouvoir voir certains détails? Ah ben voilà. Yoann, ouais. Voilà. C'est dommage parce que tu vois, il y a des choses. Non, c'est bon. Voilà, oui, donc c'est toujours le principe. Donc finalement, je me répète beaucoup. Bah oui, mais donc écoute, c'est toujours le même principe. L'idée donc est de partir de ce principe mathématique, de le rompre. Donc ici, on voit évidemment une grande rupture elle est assez nette. Et en général, c'est cette rupture qui va donner le sens. Soit le sens que je veux y projeter, soit le sens qu'on va pouvoir y mettre. Donc dans fracture, c'est la rupture. C'est la rupture de la symétrie par cette ligne rouge qui n'a normalement rien à y faire, qui va générer le sens. Dans Flash, c'est la rupture et c'est l'interférence entre le rouge et le bleu et ce plan de clivage qui rompt la symétrie, qui donne le sens. Dans Phi, c'est la même chose. C'est les éléments qui manquent, cette espèce d'accro dans la symétrie. Et ici, on a exactement la même chose. Donc, on a une structure qui donne énormément d'interférences. C'est aussi une structure qui est très cinétique, qui donne des interférences et qui est en fait le mélange finalement de l'or et de l'argent. C'est une fusion dans ce sens-là, une fusion avec une impureté. Et cette impureté va commencer à générer finalement, donner à ce qui est infini et amorphe, ce mélange d'or et d'argent, va commencer à lui donner une forme. Cette forme est quelconque, mais c'est l'embryon qui va faire passer les choses du non-vivant, du minéral, au vivant, finalement. Donc, c'est un peu l'idée qui se cache derrière. Donc toujours avec ce principe que le sens que je veux y mettre ou que les gens peuvent voir, vous pouvez voir tout à fait autre chose que ce que je raconte, naîtra de la rupture de la mathématique. Sinon c'est juste ça une serait forme. tout chaud, oui. Voilà. Oui. Sinon, on s'ennuierait dans le tableau. Je pense. Avec ça, on a une porte ouverte. Celui-là est vraiment extraordinaire parce que bon, je ne sais pas s'ils se rendent compte à l'écran, mais il y a les fusions partout. Enfin, c'est vraiment. Celui-là, je n'est pas encore en sérigraphie, donc il est en préparation. Et tous tes tableaux, tu les refais en sérigraphie? Cette série-là. Ouais. Cette série-là, pour l'objectif d'avoir des aplats de couleurs extrêmement Et alors, avec l'atelier de sérigraphie avec lequel je travaille, ils ont maintenant trouvé une bonne technique pour pouvoir imprimer l'argent et l'or sur du noir. Oui, parce que c'est important que ces couleurs-là ressortent. Et alors on aura des effets brillants, mat, beaucoup plus poussés. Donc normalement, qui fera ressortir encore plus ce que j'allais dire. Alors, sera encore plus. Il faudrait que tu reviennes. Alors bon, l'émission touche à sa fin, mais il y a quelque chose. Quand on a préparé l'émission, tu as mimé, tu as même chanté, on va dire, tapé dans les mains. Des rythmes mathématiques. Oui. C'est-à-dire qu'il nous a fait une musique qui, elle, à la répétition, se répétait, mais n'était jamais la même pareil. chose. Et qu'à un moment, il y avait... Alors, juste pour finir, ça nous a tellement plu, parce qu'on l'a regardé 22 fois là, avec le film qu'on avait fait, le petit film, je ne sais pas si tu te rappelles quand on vous avait filmé. Ça nous intéresse tellement, si tu pouvais nous le faire. Mais oui, désolé, on lui a pas parlé. J'essaie de me souvenir de quoi vous m'avez parlé. C'était un rythme musical. Comme ça, tu nous as fait tout d'un coup, et pour nous expliquer que ça pourrait jamais être pareil. À chaque fois, tu te souviens décalé voilà, effectivement, oui, voilà. Donc ça me revient. On s'excuse, hein, nous sommes l'élément perturbateur. Il fallait bien le perturber un petit peu, parce que depuis tout à l'heure, en fait, effectivement, c'est un musicien qui s'appelle Steve Reich, un musicien américain, compositeur américain de musique contemporaine, donc
c'est un peu difficile d'accès quand même. C'est un peu très pointu. intéressant, justement. Mais c'est intéressant, oui, il a fait beaucoup voilà. d'expériences. Et il y a, entre autres, il y en a 3 dont je peux parler, et qui, effectivement, partaient sur le même principe, 2 structures complètement répétitives, donc qui seraient peut-être toujours les mêmes, etc. Donc, dans une des œuvres, ça s'appelle hand clap, donc c'est vraiment juste des gens qui claquent des mains. Mais les 2, ou les N, parce que quelquefois il y en a plusieurs, jouent la même chose, mais pas exactement à la même vitesse. Et donc, à un moment donné, au fur et à mesure, ça se décale dans le temps, et en fait, de nouveau, on a finalement quelque chose qui, en apparence, est extrêmement répétitif, et les gens qui n'aiment pas la musique répétitive détestent, et c'est tout à fait compréhensible, mais en même temps, finalement, on se rend compte que ça n'est jamais la même chose. C'est C'est le morceau qui change le plus, finalement. Et donc, il y a la version au piano, ça s'appelle Piano Phase, donc 2 petites mélodies répétitives au piano, et alors l'exploit, c'est que les 2 pianistes le jouent à des vitesses très légèrement différentes. Il faut être un pianiste exceptionnel pour arriver à se concentrer sur son rythme, alors que juste à côté, il y a l'autre qui joue, mais on est à une fraction de seconde de différence. Et puis, ces 2 mélodies commencent à s'écarter, et puis ça crée des interférences. Les interférences qui sont un peu le même principe que les interférences dans Fusion. Et ce sont ces interférences qui donnent en fait finalement la musicalité et toute la variabilité de la mélodie. Alors évidemment, l'œuvre dure 18 minutes. 18 minutes. Non, mais toi, tu nous l'avais fait. Tu nous l'avais fait. Il n'a pas fait 18 minutes. Non, il n'a pas fait 18 minutes, mais tu nous avais fait un petit. Je me souviens. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais on en a parlé, c'est intéressant parce que justement, c'est. Avec le tableau Fusion, c'était intéressant. Voilà, c'était un écho. Oui, voilà, Et alors, justement, ce petit film-là... ce que je vous ai fait, c'est avec la voix. Ah oui, les mains aussi. Il a fait aussi un autre morceau qui s'appelle Come Out. Et il avait enregistré, je pense, dans un procès, enfin bon, il avait enregistré une phrase, et il avait extrait juste 2 mots, Come Out. Et il a travaillé avec des bandes magnétiques, parce que ça date quand même des années, je pense que c'est les années 60, 70. J'ai entendu parler de ça. Il a mis bout à bout, donc de manière répétitive, come out, come out, come out, come out, sur 2 bandes. Et en fait, le côté droit, donc en stéréo, le côté droit et le côté gauche ne vont pas exactement à la même vitesse. Ce qui veut dire que quand on écoute au casque, quand on écoute en stéréo, on a évidemment de chaque côté come out, come out, come out, come out. Et puis au bout d'un moment, ça fait come out, come out, come out, come out, come out, come out. Parce que les 2 voix se superposent et s'écartent. Donc c'est toujours le même principe du déphasage entre des éléments répétitifs. Et ben voilà. Bravo. Et ben merci beaucoup. Parce que on avait le film quand on t'a on n'a même pas pensé, mais on le mettra peut-être. On mettra un extrait de toi. Alors donc ça touche à la fin, Yannick. Bah oui. Oui, bah déjà c'est que tu nous parles un petit peu de tes projets. Les projets, oui, donc pour le moment, j'ai évidemment énormément de travail au centre de recherche. Ça c'est une chose, donc il faut que je dégage du temps. Mais oui. Que tu as fait une expo il y a... Voilà, donc j'ai eu la chance d'exposer chez Meaux. Donc voilà, ça c'était vraiment... j'étais vraiment très heureux, c'était ma première véritable exposition. Et puis j'ai eu la chance que Nathalie Becker fasse la production, donc ça c'était un plaisir extraordinaire. Un personnage. J'ai travaillé avec, donc pour les sérigraphies dont je parlais, j'ai travaillé avec un atelier, c'est en fait un atelier protégé qui est un excellent atelier de reproduction d'art professionnel au Luxembourg. Et c'est Graham Renshaw qui est le maître de cet atelier, qui est un très très grand professionnel, très grand artiste aussi, qui travaille dans la sérigraphie. Et ils ont fait une rétrospective de tous les artistes avec lesquels ils ont travaillé dans les 10 dernières années. Donc j'ai eu la chance aussi d'avoir une sérigraphie c'était Faye, qui était au château de Burlinster. Donc l'exposition vient de se terminer. Donc voilà, donc maintenant je veux me concentrer sur des nouveaux travaux. Donc toutes les pièces que vous avez vues en découpage laser, elle n'est pas encore totalement montée. Donc je suis en train de terminer la mise en peinture. Et j'en ai encore 4 ou 5 qui sont en préparation. En gestation ? Oui, je travaille toujours en parallèle. Je travaille toujours sur... Tu travailles sur plusieurs choses plusieurs en même temps, parce qu'il y a des temps de séchage, il y a des temps... des temps de séchage. Sinon, ça serait trop long, s'il fallait t'attendre de finir. Et donc oui, ça prendrait trop de temps. Donc je travaille toujours sur 3-4. Comme il y en a 10-12 dans la tête. Et j'en ai, j'ai des plans là. C'est pas plus. Là, j'ai du travail. Et puis, aussi, on sait que tu es un grand collectionneur aussi.
grand, je ne sais pas. Non, mais tu aimes oui. beaucoup. Enfin, je sais que tu... Oui, mais ça c'est une passion partagée voilà. aussi avec mon épouse. Effectivement, oui. En fait, finalement, on a commencé. Non, j'ai commencé il y a longtemps. Je crois que j'ai acheté ma première œuvre à un peintre mexicain que j'avais rencontré à Namur. Et puis, on a évidemment des toiles de Meaux, on a des toiles de Christian. Et puis de toute une série d'autres artistes, un artiste qui est très Tu as un petit musée chez toi, quoi. Attends, on a un petit musée, oui. Il y a un artiste qui est vraiment très très bien aussi, qui est André Nadal. On a deux pièces de lui. Ouais. C'est aussi très géométrique, c'est vraiment extraordinaire. Oui, alors tout ce petit monde te nourrit et après... Voilà, tu exactement. crées. Exactement. Bah écoute Thibaut, on va passer aux remerciements. D'abord, on te remercie déjà d'être venu, Mais c'est moi qui d'avoir vous apporté tes toiles. Mo, hein, Oui. Mo est toujours là. Mo aura le dernier mot. Oui, elle est Mo, le dernier mot. Alors, il confirme que les détails de tes œuvres sont terriblement incroyables. Oui. Oui, c'est vrai qu'on se rend pas, je sais pas s'ils se rendent compte à l'écran. Alors, il dit pour finir, vive le body painting. Ouais. Et puis il parle d'un projet avec Mo pour un P-Cash. Oui. Il va faire un P-Cash, c'est vrai. Alors, il faut que tu l'expliques. Réexplique un peu le P-Cash. On avait reçu Mo qui nous en avait parlé, mais... Oui, donc c'est le principe. Alors, je parle sous le contrôle de Mo, bien sûr. Donc, c'est le principe du fait que l'œuvre n'est pas gratuite, quelque part. Enfin, le fait de bénéficier de l'œuvre n'est pas gratuit. Donc c'était l'idée de départ, je pense, de Mo, d'avoir une œuvre où il faut payer pour pouvoir toucher ou voir. Et donc, il y a eu plusieurs générations de P-Cash que Mo a fait, dont les derniers sont très élaborés. J'ai fait Nostradamus. Voilà. J'ai inauguré. C'est probablement le plus élaboré, le plus grand. Oui. Et donc, on a discuté longuement, enfin, ça fait longtemps qu'on discute avec Mo sur comment retravailler, comment revoir les mécanismes des P-Cash pour éventuellement épurer les choses. Et donc, on a quelques projets où on va pouvoir mêler éventuellement la fabrication digitale de nouveau pour retravailler, redesigner les P-Cash. Pour le moment, c'est un petit peu le monstre du Loch Ness parce que c'est ce qui nous occupe dans toutes nos conversations. J'ai quelques petits dessins à la maison qu'on n'a pas encore partagés ensemble. Donc tous les autres, ça sera des dinosaures à côté alors. Parce que là, si vous commencez à partir... Non, je veux dire par là que c'est une conversation, ce sont des conversations, mais on va le faire. J'ai déjà des dessins à la maison. On y compte bien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Parfait. Il a dit accordé. Donc, et on y compte bien parce que toutes les nouvelles productions que tu vas faire, on a notre page Facebook qui s'appelle L'œuvre à nu, sur laquelle on met toutes les nouveautés, l'actualité de tous nos artistes. Ça, les gens peuvent suivre. On compte sur vous pour nous envoyer chaque fois quelques nouveautés. Alors, on va remercier Johan Legrand, à qui on a fait peu subir plein de choses. Et qui, comme toujours, s'en sort toujours bien, parce qu'il y a toujours des choses qui changent à la dernière minute. Il a fallu suivre. Et il est patient. Et en live. Le changement de l'ordre des vidéos et des photos en live. Voilà. Tout ça. Alors que c'était pas noté sur la feuille, puisqu'on a tout changé. En live et dans le calme. Donc, on le remercie. On remercie Laurence, évidemment. Et puis, on va te donner 2 livres d'or. Oui, un chacun. Un pour chacune. Pendant que tu écriras, donc les gens ne vont pas voir ce soir comme d'habitude. S'ils veulent voir, ils vont sur la page de l'œuvre à nu demain matin. Il faut qu'ils viennent voir. Ça sera posté demain matin avec le podcast. Donc dès demain matin, on peut revoir l'émission. Demain matin, même ce soir. On peut revoir l'émission. Je sais pas. Demain matin, Donc on remercie tout le monde et puis la prochaine émission aura lieu. Alors attention, c'est une dans spéciale. 2 semaines, une spéciale avec Beat Bauer, qui est historienne de l'art. Voilà. Elle est artiste plasticienne quand même. Oui, alors donc Beat est déjà venue pour ses œuvres et cette fois-ci elle vient en tant que historienne de l'art parce qu'elle va nous parler. Faire une petite pédagogie sur les femmes dans l'art. Enfin, jusqu'au 19e siècle. Voilà. Après, sera et bonsoir à tous. Alors, dans 2 semaines, on se retrouve avec Béate. Et au mois d'octobre, nous aurons Charles Subberville. On en reparlera. Mais on en reparlera. Au revoir. Allez, au revoir, merci. Au revoir, merci à vous de m'avoir reçu.